Lénine est mort il y a 100 ans. 2024, c'est l'anniversaire de son décès, janvier 2024 plus précisément. On va en parler un petit peu parce que Lénine, pour moi, ça a été quelqu'un qui a forgé pas mal de ma conscience politique. Tous les courants léninistes et même des textes de Lénine sont assez importants. Même l'histoire de Lénine est quelque chose qui m'a particulièrement forgé, intéressé. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, on est dans un moment où il y a une re-radicalisation des pôles, il y a une perspective révolutionnaire qui reprend place. Et on est obligé de parler de Lénine, on est obligé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, quels ont été les choix dits léninistes, les pratiques léninistes, non pas forcément pour les reprendre de but en blanc en disant que c'est ça qu'il faut faire, mais pour comprendre un petit peu la démarche qu'avait ce théoricien de génie au niveau de la pragmatique politique, on va dire, et du marxisme aussi. Donc on va en parler un petit peu avec Position Revue. On va vous faire une petite capsule par rapport à ça. Position Revue, est-ce que tu m'entends ? Yes, Ouais. aussi. Toi, déjà, je sais pas, vous à Position, si vous revendiquez l'héritage de Lénine ou pas, parce que tu parles souvent de Lucien Goldman, donc qui est plutôt quelqu'un qui serait considéré dans le marxisme, on va dire, hétérodoxe, quoi. Il n'est pas considéré comme marxiste-léniniste, machin, quoi. Il était critique de certaines positions, notamment parce que quand on parle de marxisme-léninisme, ça touche aussi au courant un peu stalinien, au courant un peu plus vraiment orthodoxe, parfois mécaniste, parfois brutal, autoritaire du marxisme. Mais quel rapport tu as à Lénine? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors c'est pas si simple. Le rapport même d'un Goldman à Lénine. Euh, Goldman a souvent écrit que justement Lénine avait eu raison contre Rosa Luxembourg ou même contre Lukács, c'est-à-dire euh, euh, dans la façon dont on pense la spontanéité révolutionnaire ou le rôle révolutionnaire du prolétariat. On pourrait y revenir. Même par rapport aux Euh, trotskistes, du coup, plus. ouais, voilà, par rapport à Trotsky, etc. Mais on pourrait y revenir juste après. Tu parlais du rapport à Lénine. Alors, comme tu l'as dit, pour notre génération, Lénine, il y a, on va dire, trois entrées possibles. La première, c'est l'entrée historique, voilà, Lénine, la Révolution de 17, et puis ensuite l'URSS, donc avec toute la propagande qu'on a derrière sur est-ce que Lénine engendre Staline, est-ce que si Lénine avait vécu, il aurait été aussi dictateur que Staline. Moi j'ai envie de dire euh, oui, parce que Staline n'a pas été un dictateur, non. Mais Oh là là, position revue stalinien, c'est bon, clippé. C'est plus par provocation, parce qu'il y a toute une histoire du RSS justement à repenser. Mais Bah, les effectivement, gens qui disent ça, je trouve, pensent beaucoup aussi à l'histoire des grands hommes. Et oui, il y avait un côté culte de la personnalité chez Staline, mais aussi parce qu'il arrivait dans une URSS qui avant était tsariste. oui, Et il y avait un oui, oui. culte de la personnalité du tsar. Ce qui est quand même la grande différence avec l'Allemagne, où il y a un culte de la personnalité d'Hitler, alors qu'ils sortent de quelque chose où il n'y a pas de culte de la personnalité avant. Donc il y a un retour de la culte de personnalité, alors qu'on voit en URSS que le dernier culte de la personnalité, c'est Staline et qu'après il n'y en a plus. Mais c'est Non, vrai mais que je trouve qu'on surestime le rôle de Staline par rapport au rôle du comité central du parti. Je veux dire, c'est un parti léniniste. Staline, il prend pas toutes oui, les décisions tout seul, quoi. et puis c'est des analyses idéalistes de considérer que c'est une personne qui a décidé de la destinée de l'URSS, un si grand, tu vois, je veux dire, un si grand État, enfin, une si grande fédération avec autant de peuples. Enfin, faut Mm. vraiment pas être matérialiste pour penser ça. Non, il faut penser les échecs et les réussites de la Révolution de 17. Mais aujourd'hui, bon, voilà, la pensée historique. Non, non, je suis pas stalinien, c'était une provocation pour anti-droit tardé. Mais, euh, mais voilà, il y a cette vision-là, donc le Lénine historique. Après, il y a le Lénine théoricien politique, donc qu'on a souvent quand on est dans des partis ou dans des pratiques militantes communistes, quoi. Donc avec effectivement la logique léniniste, le parti d'avant-garde, la centralité du prolétariat dans la révolution, etc. Donc toute cette doctrine-là, qui là effectivement est très orthodoxe, très
debout assez peu finalement. Et ça a traversé tout le XXe siècle, ça l'est encore. Et puis il y a le Lénine qui moi m'intéresse le plus, qui est le Lénine philosophe en fait, qui est le Lénine penseur, théoricien, et qui me semble finalement être le plus intéressant aujourd'hui, être le plus actuel. C'est-à-dire le Lénine capable d'analyser une situation concrète et de mettre à jour les possibilités ou les limites et les impossibilités du sujet révolutionnaire, d'avoir une pratique politique adéquate à cette analyse de la situation concrète, d'être capable de la remettre en question, de savoir quand il faut se laisser influencer par la situation et quand il faut influencer la situation. Ça, c'est vraiment pour moi le Lénine qui est vivant. Voilà. C'est le Lénine qui doit... Je suis d'accord avec toi, moi c'est quelque chose même qui m'a toujours presque... pas touché, mais genre vraiment impressionné chez Lénine, c'est la manière dont il y a un va-et-vient entre la théorie et la pratique. Tu vois, genre le mec, tu sais, après coup c'est facile. Quand toi tu joues ta vie, par contre, c'est pas évident qu'on parle de territoires comme la Russie, qui sont des territoires énormes, qui a des guerres, qui a des intérêts et tout, et que t'es dans le moment concret, et que le mec il arrive à faire des analyses, à se poser et à trouver de manière général, on va dire, la bonne solution. Il trouve pas toujours la bonne solution, il y a des erreurs et tout, mais le mec, il fait pas n'importe quoi, tu vois. Je trouve ça exemplaire, tu vois. Vraiment, c'est d'un point de vue pratico-intellectuel, c'est assez exceptionnel, quoi, ce qu'il a fait. Ouais, il y a avec ça, avec des bons et des mauvais côtés, tu vois, avec des côtés des fois où il a été un peu plus on va dire, dogmatique et suiviste, et d'autres côtés où il a été révolutionnaire, mais pas simplement voilà, sur le plan politique, mais sur le plan philosophique. Hum, Mais il a quelque chose, tu sais, Lénine, il était surnommé Maximilien en hommage à Robespierre par ses comparses, par ses camarades. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve aussi chez Robespierre, c'est ce côté, tu sais, quand on lit Lénine, il ne faut pas prendre une phrase au premier degré. C'est-à-dire que s'il dit quelque chose, c'est pas parce qu'il le pense de manière générale, c'est parce qu'à à ce moment-là, il pense que politiquement, il faut faire comme ça. Chez Robespierre, il y a aussi ça, tu sais, le mec, il est contre la peine de mort, mais au moment où faut faire la peine de mort à Louis XVI, et ben là, il est pour la peine de mort. Et si tu veux, c'est un mec dont faut toujours remettre les écrits en situation, parce que les écrits c'est vraiment le pragmatisme politique à l'état pur. Le gars, il réfléchit, il se dit à ce moment-là faut faire ça, il fait ça, quoi. Alors Et c'est je un trouve ça assez pragmatisme mais intéressant, sans opportunisme en fait, parce que souvent le pragmatisme c'est plutôt la question qui est fondamentale, je pense, c'est un concept qu'il faut retenir autour de vous, d'adéquation. quoi. C'est ne pas être idéaliste ou mécaniste. Donc, c'est les deux écueils qu'il faut éviter en matérialiste. C'est toujours réfléchir à l'adéquation. Mécaniste, ça voudrait dire on peut se laisser porter par les situations matérielles. La conscience n'a aucun impact sur la transformation matérielle. Voilà. Une pensée idéaliste, c'est de dire ah bah de toute façon à tout moment tout ce qu'on décide on va le faire. On peut choisir n'importe quelle direction. Non, Lénine, il cherche tout le temps l'adéquation, c'est-à-dire, ce qu'on a déjà dit plein de fois, etc., de considérer qu'il y a toujours un chemin réactionnaire et un chemin progressiste. Et l'adéquation, c'est de mettre en pratique la maximisation du chemin progressiste. Et en fait, il faut s'imaginer que vous n'êtes pas un individu sur un chemin et vous changez de chemin, vous êtes un individu face à des chemins qui changent eux-mêmes. Et c'est ça l'adéquation de Lénine. Et c'est ça que tu vois, ces transformations, etc. C'est le gars, il marche sur un chemin, et puis c'est comme si ce chemin, il changeait de direction au milieu. Et ben la bêtise, ce serait de continuer de suivre le chemin en disant que c'est le bon. Ça, c'est l'idéalisme. Ah bah c'est le bon chemin, peu importe les époques, peu importe les transformations, etc. Ouais, c'est les mecs qui sont restés bloqués et te disent ouais, faut faire exactement ce que faisait la CGT dans les années 50. C'était voilà, le bon chemin parce qu'on avait des victoires à l'époque. Voilà, exactement. C'est un peu mécaniste, ça, voilà, de dire, voilà, c'est tel chemin, je le suis bêtement. Et puis l'idéalisme, c'est, je peux prendre n'importe quel chemin, de toute façon, j'arriverai bien où je voudrais. Non. Comment il s'appelle Lénine, il va essayer de se dire, voilà, il y a trois chemins,
et deux chemins. Et attention, à un moment donné, on pense, je passe d'un côté, je passe à un autre parce que les chemins bougent en même temps que je bouge. Mm. Donc, et cette recherche d'adéquation, elle est fondamentale dans le marxisme. Pour ça qu'il a fait des très gros changements, même sur lui-même. Lénine, quand il écrit matérialisme et empiriocriticisme, il est encore très, au début de sa vie en fait intellectuelle, il est encore très mécaniste. Il est encore très influencé par Engels, par Plekhanov, par voilà. T'as un par problème une avec vi- Engels, toi. J'ai pas un problème avec Engels. J'ai une vision normale pas de Engels en plus, mais de Oui, t'as dit l'éthique de Engels la nature. post-marxiste, de l'anti-Düring, comme par hasard, et voilà, de la fin en fait, du Engels. Euh, euh, Moi, je te trouve dur là-dessus. Bon, c'est pas le sujet, mais je te trouve dur. Les textes sur sur le singe et l'homme et tout, c'est eh intéressant. ben, on pourra en discuter, mais tu verras que c'est des textes assez peu Ouais, dialectiques. on en Mais parlera. euh, bon, voilà, on va dire la fin du 19e et d'autres penseurs. Et il faut savoir que c'était les textes beaucoup plus fondamentaux dans les partis communistes à l'époque, les textes d'Engels, donc la dialectique de la nature, l'anti-Düring et matérialisme impériocriticisme, de formation dans les partis communistes de la Troisième Internationale. Beaucoup plus que les textes de Marx, en fait. C'était vraiment les textes centraux. Après, tu vois, après 14, Lénine écrit ses cahiers philosophiques. Enfin, il n'écrit pas parce que c'est des brouillons, en fait. Voilà. Où il revient complètement sur cette vision, où la dialectique, où justement cette recherche d'adéquation, cette auto-transformation, etc., est absente. Et ça, c'est des textes qui sont, vous pouvez vous les procurer. Alors, c'est pas réédité, les éditions sociales, c'est des vieilles éditions sociales, mais ils sont encore trouvables, je pense, sur d'occasion. Et ça, c'est absolument passionnant. Et ça va donner des textes plus connus comme L'État et la Révolution, qui seront des textes beaucoup plus dialectiques que faire, par exemple, qui est un peu plus mécaniste, quoi. Mais parce que aussi, il est coincé dans des rapports de production. Que faire est un texte finalement assez pessimiste, quoi. Ouais, Parce pour que que les c'est gens comprennent l'échec que faire, c'est après écrit au 1905. début du XXe siècle, alors que Ouais, l'État et la Révolution, c'est quoi? C'est 1917, tu vois. 1917, ouais, c'est ça. Voilà, donc 1917, t'as pas les mêmes structures mentales parce que tu vois qu'il y a une possibilité, tu vois. Tu vois que la révolution, en fait, elle peut arriver et que les choses peuvent changer. Au début du 20e siècle, les mecs viennent de se faire défoncer. C'est ça. Enfin, je sais pas si que faire d'ailleurs, c'est juste postérieur à la Dix- révolution de 1905. Non, c'est avant, c'est C'est avant, c'est avant, avant. d'accord. Mm. C'est avant, mais voilà, les mecs ont l'impression qu'ils se font écraser par le tsarisme et ils n'ont pas l'impression du coup qu'il y a une possibilité de changement. Donc forcément, ça ne crée pas les mêmes structures mentales. Tout comme aujourd'hui, la dialectique revient parce que les gens voient qu'il y a peut-être une bifurcation possible dans l'histoire. Alors que dans les années 2000, c'était pas la même chose. Hein. Les états d'esprit n'étaient pas pareils. Hein. Exactement. Et c'est les lignes-là, justement, qui s'adaptent, qui pensent, qui est aussi où on voit sa pensée évoluer avec les conditions de production qui sont intéressantes. Et c'est ça qu'a étudié Goldman. Parce que Goldman, c'est son travail, en fait, d'étudier euh, la vision du monde et les productions culturelles et intellectuelles à travers les rapports de production et les situations concrètes. Mm. Et là-dessus, euh, donc il y a un débat fondamental, on va y revenir, voilà, sur la spontanéité révolutionnaire ou non du prolétariat. Euh, Est-ce que le prolétariat est spontanément révolutionnaire et tend vers la révolution de manière spontanée dans son développement? Euh, Ça, c'est une vision, par exemple, que pensera d'abord Rosa Luxembourg, voilà, très forte, contre un autre Allemand qui est Bernstein, qui lui sera l'ancêtre du réformisme, parce que justement, la thèse de Bernstein et la vision de Bernstein, c'est de considérer que il n'y aura le prolétariat n'est pas spontanément révolutionnaire, donc il faut une méthode de transformation de la société qui est différente de la révolution prolétarienne. Donc, d'où le réformisme. Il aura en face de lui Kautsky alors il aura
il aura en face de lui Rosa Luxembourg, qui, elle, pense la spontanéité révolutionnaire du prolétariat. Trotsky sera très dans les pas de Rosa Luxembourg. Lukács de 1923, pareil. Et puis, en fait, entre les deux, on a euh, Kautsky et Lénine. Kautsky, lui, va être contre cette vision en fait, être d'accord avec euh, Bernstein sur le fait que le prolétariat n'est pas révolutionnaire, mais il va être contre le débouché du réformisme en disant bah, c'est pas parce qu'il n'est pas révolutionnaire spontanément que la révolution ne peut pas advenir. Donc c'est là où il va y avoir justement la création du parti révolutionnaire. Et Lénine va s'inscrire là-dedans, en fait. Lénine va s'inscrire justement dans... Puisque le prolétariat, donc ça c'est un jugement, un jugement de fait valeur adéquat à Bernstein, que le prolétariat n'est pas lui-même révolutionnaire spontanément, et ben il lui faut un parti révolutionnaire avec des professionnels de la révolution formés pour justement euh, atteindre sa conscience de classe et atteindre sa praxis révolutionnaire. Voilà. Donc c'est ça le paradoxe. Et ce que va montrer Goldman, c'est justement montrer comment ben, finalement la révolution de 17 est bien plus adéquate avec la vision de Lénine, c'est-à-dire une tendance intégrationniste du prolétariat et puis la compréhension des stratifications, des besoins d'alliance, notamment avec les paysans. Ça fait écho aujourd'hui du prolétariat, enfin des petits paysans en crise, la construction d'un programme, etc., qu'une révolution prolétarienne spontanée, comme avait pu l'imaginer Luxembourg ou même Trotsky. Ouais, mais ce qui est Et ça, intéressant, c'est très, et ça justement, Vas-y. c'est intéressant parce que je pense, juste pour finir, je pense que cette vision qu'a eu Lénine de la situation concrète de 1917, avec tous les écarts qu'il y a pu avoir, euh, c'est-à-dire le fait qu'une situation révolutionnaire n'existe pas en soi, et que même les sujets amenés à faire la révolution nécessitent des médiations pour atteindre cette révolution, est vraiment une situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et on est vraiment, 100 ans après, dans une situation de crise structurelle du capitalisme. Lénine vivait à l'époque d'une crise structurelle, la première crise structurelle du capitalisme qui tendait vers le monopolisme, monopolistique, et donc ensuite, c'est pour ça qu'il écrira ce grand livre qui est L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, parce qu'il voyait bien que c'était un moyen de sortir de sa crise, donc il a vraiment vécu une crise structurelle. Et nous, on vit dans une crise structurelle aussi du capitalisme euh, aujourd'hui. Et on a aujourd'hui une stratification sociale où je le partage là, voilà, je fais le même constat que Lénine, où aucun des sujets, que ce soit le salariat ou certaines couches du salariat, la paysannerie, la petite paysannerie, les classes intermédiaires, etc., ne sont spontanément révolutionnaires. Et donc, il faut une médiation, un parti de masse, etc. Alors, question, c'est parti de masse, parti révolutionnaire, pour pouvoir atteindre la révolution. Ouais, après, le classique de Lénine, c'est quand même un parti d'avant-garde, quand même un peu différent du parti de Et masse, tout à fait. tel C'est que la toi différence, tu c'est l'entends la aujourd'hui. différence de Lénine. C'est pour ça que je te dis, le parti de masse, c'est plutôt la vision de Rosa Luxembourg. Mais il y Moi, a, je... il y a, il y a, il y a une, il y a une centralité du parti qui est importante chez Lénine. Et je pense qu'il faut qu'on ait une forme un peu mixte entre le parti de masse et le parti révolutionnaire aujourd'hui. Je pense qu'un parti moi, révolutionnaire est insuffisant parce que les stratifications, les sujets révolutionnaires sont trop éclatés. Un parti de masse sans avant-garde sera insuffisant parce qu'il faut faire une progression de la conscience de classe. Donc, s'inspirer des deux, ouais, quoi. mais moi je pense que ça renvoie un peu l'actualisation de la pensée de Lénine aux thèses de fin de vie de Lucien Sèvres, à des choses comme ça, parce que c'est vrai que euh, quand on montre, et je pense que Lucien Goldman a raison de montrer que Lénine en fait a raison à son époque,
Mais on est dans un sujet collectif, avec des sujets collectifs qui sont un peu différents d'aujourd'hui, notamment chez Lénine. Il y a l'idée qu'un parti d'avant-garde va permettre de fédérer des gens qui sont totalement désintégrés du système de pouvoir de la Russie soviétique, enfin de la Russie pré-soviétique plutôt, alors que nous, aujourd'hui, on est dans une situation où justement on a un prolétariat qui est très intégré, et on a quelques classes désintégrées qui sont souvent des travailleurs immigrés clandestins, des gens comme ça. Donc du coup, on est dans une situation qui est quand même un petit peu différente. Et je voulais parler un peu du travail de Lucien Sèvres, parce que je trouve que c'est intéressant. Lucien Sèvres, ça a été quelqu'un qui a été au Parti communiste pendant peut-être 30, 40 ans, 50 ans peut-être même, je ne sais pas combien de temps, mais voilà, Ouais, qui a c'est été possible. au comité central du Parti communiste pendant 20, 30 ans, et qui a participé à la déléninisation entre guillemets du parti avec la fin de la dictature du prolétariat en 1976, avec des trucs comme ça, quoi. Et puis, ce qu'il dira en fin de vie, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des structures mentales qui sont vachement différentes des structures mentales du début du siècle, où à l'époque, bah, tu avais des gens qui étaient éduqués d'une manière très verticale, habitués à répondre à des ordres. C'est pas pour les dévaloriser, mais c'est le cas. C'est-à-dire Ouais, qu'un bien sûr. ouvrier du début du XXe siècle en Russie, Et il n'a pas la beaucoup même plus autoritaire. conscience individuelle que le mec qui a fait 5 ans d'études jusqu'à ses 23 ans Ouais. et qui habite en France aujourd'hui. Et ce que dit Lucien Sèvres, c'est que du coup, il faut arriver à trouver une forme de parti qui respecte l'individualité des gens pour qu'elle soit un peu à l'image de la société qu'on veut, où la société permet une libération individuelle. Il rappelle ces phrases de Marx, où Marx montre que, en gros, le communisme, c'est le fait que chacun trouve sa place individuellement Mhm. pour le bien-être de tous, quoi, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question, je crois qu'il parle, lui, de centralité décentralisée, c'est-à-dire comment on fait partie, c'est-à-dire comment on fait une centralité, comment on fait pour être organisé, comment on fait pour que chacun trouve, chacun agisse en allant dans le même sens, donc comment on trouve une centralité, mais qui ne soit pas écrasante et qui ne soit pas surverticale, comme dans un parti léniniste, où en fait, t'as des gens qui vont avoir tendance, même si oui, il y a le centralisme démocratique, dans les partis lénistes, c'est censé être démocratique les décisions, puis après appliquées. On sait quand même qu'en général, il y a des fois des décisions qui vont être prises par le comité central et qu'à la fin, tu dois les appliquer. Sauf que ça, aujourd'hui, ce que dit Sèvres, c'est que ça correspond pas forcément aux structures mentales. Et donc je trouve ça intéressant cette manière de questionner Lénine, c'est-à-dire pas de dire pas de dire Lénine c'est de la merde, mais de dire si ça se trouve Lénine aujourd'hui il serait pas pour la forme du parti qu'il a dicté dans les années 1910 1920 en URSS, parce que dans nos sociétés actuelles c'est peut-être pas le truc le plus adapté, quoi. Je trouve que ça pose vraiment des questions et ça pousse en fait à avoir une analyse des rapports de force actuels et aussi de comment sont les gens actuellement, c'est-à-dire comment on veut fédérer les gens, comment on veut faire en sorte de faire participer les gens dans l'activité politique, quoi. Clairement, c'est ce que je disais justement dans la pensée partie de la situation concrète, de l'adéquation à la situation concrète, c'est aussi prendre en considération donc les sujets et leur structure mentale, c'est-à-dire leur rapport matériel euh, entre eux et leur structure mentale. Euh, c'est là où c'est pas forcément ce que je disais tout à l'heure sur parti de masse, parti révolutionnaire, avant-garde ou non. Oui, ça doit être repensé. Ce que je disais, là où il y a une actualisation de Lénine, c'est, moi, je parlais plutôt de la nécessité d'avoir une médiation entre le sujet et son débouché politique qui soit révolutionnaire. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est très actuel de Lénine. Et là-dessus, on va le suivre contre la vision spontanéiste. Voilà. Ensuite, par contre, sur la forme, effectivement, du parti, bah, déjà, avant que tu interviennes, ce que je te disais, entre le parti de masse, le parti... Là, effectivement, les sujets sont différents et... comment dire? Ils sont différents eux-mêmes et en eux-mêmes. Donc, effectivement, ce ne sont plus les mêmes sujets, non plus les mêmes rapports. La paysannerie n'a pas a pas le même poids. Le prolétariat est plus développé, plus intégré, plus important, mais en même temps plus hétérogène. Et comme tu l'as dit, les structures politiques même de nos sociétés sont beaucoup moins autoritaires qu'elles pouvaient l'être sous la Russie d'avant 17 ou même les sociétés occidentales, c'est-à-dire euh,
c'est bête, quoi. Mais on se rend pas compte, par exemple, l'effet que ça a. C'est-à-dire que des gens qui sont aujourd'hui révolutionnaires, anti-réformistes, ne comprennent pas que euh, la critique de la démocratie parlementaire ne peut pas être la même après 80 ans et plusieurs générations de gens qui ont eu le droit universel de voter. Mm. C'est-à-dire que faut bien comprendre que quand on est dans les années fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, on peut avoir des doutes et de dire ah regardez les élections bourgeoises c'est pour vous fumer ou il faut pas les mettre en place, vous voyez, tu vois ce que je veux dire. Il vaut mieux mettre en place la révolution. Effectivement, tu as deux alternatives qui sont futures. C'est-à-dire, les gens n'ont pas le droit de vote et ils doivent choisir entre ça ou la révolution. Si on était dans ce cas-là, peut-être qu'on choisirait la révolution. De la même manière qu'en 1791 ou 89, personne ne s'est battu pour le droit de vote. S'est battu. Mais aujourd'hui, quand tu as 80 ans d'installation de gens qui vont voter, etc., même si tu peux faire un bilan critique de qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça n'a pas apporté, c'est déjà une praxis normale de voter. Ouais, et puis, attends, donc la refuser, c'est déjà, c'est déjà même plus gauchiste, c'est idéaliste, quoi. Tu prends tout ce qui est RIC et tout, on le voyait pendant les Gilets jaunes, c'est un truc qui est ultra large, presque transclasse et tout le monde est d'accord pour dire que ce serait quand même mieux si on pouvait voter, sauf les ultra-bourgeois qui ont très bien compris qu'en fait, ouais, si on pouvait voter, tu sais, les éditorialistes à 40K par mois, ils se disent, ouais, en fait, le peuple, il a peut-être pas raison tout le temps, je sais pas trop quoi, tu vois, mais c'est une vraie demande populaire. L'enjeu démocratique, au début du XXe siècle en Russie, moi, de ce que j'ai lu, je connais pas toute l'histoire de la soviétologie et de la Russie pré-soviétique, mais j'ai pas l'impression que c'était le truc principal. Les mecs, ils demandaient du pain, à la limite, ils demandaient la propriété des terres, ils demandaient pas de pouvoir voter particulièrement les trucs, et en plus de ça, ils l'ont eu beaucoup plus pendant l'Union soviétique que pendant le tsarisme. Mais c'était pas les mêmes enjeux. Par exemple, si on a fait un débat, par exemple, le dualisme, réforme et révolution, c'est une dialectique. Donc ça veut dire que c'est un moment de la praxis sociale et d'un agencement. Mais tout ça est la pratique de la transformation communiste. À un moment donné, les deux se séparent dans une forme quasiment de dualisme, d'opposition, parce que les conditions concrètes et matérielles sont là pour qu'elles se séparent. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus réunies et ce dualisme, à mon sens, doit disparaître. Il faut penser, alors je vais pas dire réformisme révolutionnaire qui est trop jaurétien pour moi, mais je sais pas, la révolution réformiste ou quelque chose comme ça. Ok, François Ruffin. Ouais, c'est ça, mais ça sonne pas très bien. Mais c'est comme tu parlais tout à l'heure de centralisme démocratique. Oui, en fait, c'est de la même manière. Quand tu parles de centralisme démocratique, la démocratie est encore quelque chose de très idéal, en fait, à l'époque. La démocratie, chez nous, c'est quelque chose qui est quand même, sans être parfaite, sans être totale, sans être permanente, elle est quand même existante. Nous, on a un rapport critique à la démocratie. Ah oui, non, mais la démocratie chez nous, elle est là. Le problème, c'est que comme les médias sont vendus aux milliardaires, les gens votent un peu selon ce qu'ils entendent dans les médias. Mais en réalité, on peut voter. Mais par contre, les structures mentales des gens sont hyper influencées par... pas les structures mentales, mais ce qu'ils pensent. Même, on peut pas voter pour tout, etc. On peut pas voter pour tout, mais rien que le fait que la majorité des gens, et comme tu l'as dit, ça s'incarne dans le RIC, etc., ont un rapport critique à la démocratie, ça montre qu'elle est là. Et puis, le rapport critique à la démocratie, c'est montrer ses limites, etc. Le rapport à la démocratie... au 19e, fin du 19e, début du 20e, c'est un rapport d'espérance et de... Tu vois ce que je veux dire? Et à venir, quoi. C'est pas un rapport de... On a vu, ça marche pas, tu vois. Non, mais tu vois, il y a même à l'école, tu vois, je parlais de ça avec une professeure des écoles l'autre jour, elle me disait que en fait... il y a des gens qui votent pas, mais leurs enfants, ils sont à l'école et on leur apprend à élire des délégués, par exemple, ou à faire d'autres votes même. Et à ce moment-là, il y a un isoloir. Et tu vois, il y a tout un rituel qui se met en place où on apprend aux citoyens français, aux futurs citoyens français, ce que c'est qu'un vote, qui va pouvoir voter, qui va pouvoir donner son avis.
Et ça, en fait, bah, c'était pas le cas il y a 100 ans en Russie. C'était pas quelque chose de la formation de la citoyenneté. Après, c'est très particulier en France aussi avec la Révolution française. On est très attaché à ça. Mais tu vois, il y a tout un truc qui donne de l'importance à ça. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est débile, ça change pas les choses, un peu à la Bégodeau. Si vous voulez, mais c'est quand même un prérequis à une société démocratique, le fait d'apprendre Enfin, à c'est faire des choix complètement soi-même. débile ce que dit Bégodeau. Excuse-moi, mais je Non, mets tu ne une, critiques pas Bégodeau, il aime bien lâcher. mais oui, mais c'est parce que c'est un camarade que. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu peux faire le bilan des grèves. Tu peux dire que c'est insuffisant, ça va pas amener le communisme non plus. Tu vois, ça veut rien dire du tout. Tu Il vois, y a des gens qui le font, c'est- ça. tu vois, non, mais tu peux dire. Ouais, la gannerie. Et d'ailleurs, Bégodeau aime bien la gannerie. Donc, Oh là 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 là, le sophisme par association, là. et non, mais tu vois, alors là, enfin, je veux dire, euh, toute euh, comment dire, la pédanterie, euh, comment dire, esthétisante euh, de Bégodeau, comment s'occuper un dimanche d'élection Quel bâtard! euh, pendant 2022 aurait été mais démonté par Lénine. Voilà, si Lénine était vivant, mais il lui rirait au nez. D'ailleurs, je pense que Bégodeau lui-même doit se dire, bah, tant mieux. Il n'est Je pas pense pas que léniniste, Bégodeau. Bégodeau, de toute façon, il s'en bat les Voilà, c'est pour couilles. ça, voilà, tu vois. Il est Mais un genre, art. il le verrait comme enfin, il le regarderait de haut. Et moi, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment le plaisir esthétisant du petit bourgeois de classe intermédiaire de se dire, puisque rien n'est possible, alors je vais flâner dans la nature. Là, on a un rapport nietzschéen, tu vois, c'est presque élitiste. Là, tu lui fais des Euh, compliments en l'insultant, c'est n'importe quoi. voilà, alors, et donc, pourquoi je lui fais des compliments? Là, parce que lui, tu dis, il est nietzschéen, anti-léniniste. Bégodeau, il a jamais dit qu'il était léniniste, anti-nietzschéen, si tu Hein? veux. Mais c'est pas un compliment dans ma bouche, hein. Bah, je sais bien que c'est pas un compliment dans ta bouche, mais dans la sienne, c'en est un. Mais voilà, alors que personne n'a jamais dit euh, tout va se transformer avec chaque action. En fait, ça, c'est vraiment l'idéaliste. C'est de chercher, tu sais, l'action unique, ponctuelle, qui va faire passer du rien à tout. Oui, bah, Tu j'ai vois. vu ça. Et Et tu de, vois, bah, et de Antoine, il a pas ses pro. penser, et pas penser le processus, tu vois. Pas penser que fabriquer quelque chose et encore plus une transformation sociale, c'est une suite d'actions qui en elles-mêmes paraissent insuffisantes, mais mises bout à bout, fabriquent une transformation. Mm. C'est comme si tu disais, je t'ai regardé faire une poterie, t'as rien branlé. Parce qu'en fait, je t'ai pas regardé du début à la fin, j'ai regardé image par image, tu vois, et sur chaque image, il se passe rien entre deux images. Bah ouais, espèce de con. Tu vois, tu vois. Et Mais ça, c'est vraiment mais tu vois, c'est vraiment les plaisirs esthétisants. C'est pour ça que c'est des cinéphiles. Tu sais, ils aiment bien, c'est vrai que c'est des cinéphiles. Ils analysent aussi les œuvres, tu sais, à travers le style, l'image, etc. Tu sais, c'est vraiment des gens qu'il va falloir rééduquer Mais Antoine Goya, je l'ai vu faire ça l'autre jour. Son côté aussi bégaldien. Hmm. Euh, il répond, genre Antoine Léaumont, qui dit ouais, qu'ils veulent un maximum d'héritage à 12 millions. Et il est là en mode ouais, c'est pas communiste, c'est trop 12 millions. Bah oui, non, mais nous on pense que c'est trop, mais déjà ça va pas passer, tu vois. Donc on va pas, si on dit ouais, demain il y a pas d'héritage, tu penses que ça va passer, tu vois. Enfin, Mais il y a des gens. Alors là, on va revenir à Lénine. Il y a des gens qui disaient, quand Lénine disait dans le programme des bolcheviks la terre aux paysans, là, il y a des gauchistes, et c'est pour ça qu'il a écrit La maladie infantile, qui disaient ouais, mais non, redistribuer les terres, c'est quand même contenir la propriété. Donc, et en fait, Lénine, il dit, mais. Et là, c'est fondamental d'avoir ça en tête, mais il n'avait pas ce terme-là, c'est Lukács qui le développera par la suite. C'est leur maximum de conscience possible. Quand vous faites une alliance révolutionnaire avec plusieurs classes sociales, il faut aligner le programme, le programme maximal est non, le programme minimal est le maximum de conscience possible de la classe la moins avancée. Ça veut dire que si à un moment donné si tu dis pas terre aux paysans, d'accord, eh ben tu t'aliènes tous les paysans, tu vois. C'est-à-dire que tu pourrais dire nationalisation des terres, transformation de tous les paysans en ouvriers. Mais vu la situation ouvrière de la Russie de 17, aucun paysan t'aurait suivi avec un mot d'ordre comme ça.
Alors tu te Bien serais sûr. fait plaisir avec ton mot d'ordre. Ouais, mais moi j'ai le programme le plus radical. Bah c'est super, et personne te suit, tu vois. Donc, et toute la pensée pragmatique de Lénine, c'est penser ça, c'est de penser quel est le maximum de conscience possible des classes sociales. Et effectivement, ce que tu dis, bah oui, si tu dis zéro héritage pour personne, mais il n'y a même pas un ouvrier qui te suit. Tu vois, Bah oui, si le tous les mec, mecs qui ont leur petite maison, qui ont envie de le donner à tu vois leurs ce que je enfants, veux ils te dire? suivent pas, tu vois. Bah oui. Tu vois? Donc t'es là, et c'est pour ça que je te dis, c'est très esthétisant. À la fin, c'est vrai. Le Et mot d'ordre est l'esthétique, beau, ouais. voilà. Non, mais c'est ça. En fait, l'esthétique. Alors, je te le rappelle, mais on doit faire un débat avec Ethan Guerre. L'esthétique, tu vois, c'est le débouché de l'impossibilité politique. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Le, ce qui s'incarne dans la beauté esthétique, souvent, c'est l'impossibilité politique. C'est pour ça que les gens qui sont complètement hors jeu sur la compréhension des rapports sociaux et de leur transformation, comme Bégodeau, par exemple, hein, Non, il est pas et complètement hors jeu. Ah ah, là si, là 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 si, là. moi je pense Non, comme que Céline. Comme Céline, prends Céline. comme Céline, Louis-Ferdinand Céline. Oui. Oui, 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 ben, non, mais tu peux être de droite ou de gauche. Non, non, mais moi je pense Bégodeau aussi, tu vois. Euh, euh, et bien effectivement, à la fin, le seul, le, le seul débouché qu'il leur reste de manière concrète, c'est l'esthétique, quoi. C'est l'esthétique de la pureté, l'esthétique de la beauté, l'esthétique comme tu dis, de la maximalisation dans les termes, dans les verbes, etc. Voilà. Euh, et, euh, Il y a de ça aussi et chez les dans les mots d'ordre. situationnistes quand même. Chez Ah les bah, débordiens totalement. et tout. Chez Debord, chez tous les situationnistes, il y a ça, effectivement. Ce côté de puisque rien n'est possible, euh, alors tout sera permis. C'est le- tu vois, C'est c'est ton l'inverse de côté, Kluskar, ouais. c'est l'inverse de Kluskar, tu Tout vois. sera permis, mais en esthétique. C'est ça, c'est puisque rien n'est possible concrètement, politiquement, permettons-nous tout en esthétique, tu vois, Ouais. et en moralisme, et en, tu vois, c'est genre en mode, ça ne compte pas de toute façon, donc soyons maximalistes, quoi. Ouais, mais après, je suis d'accord avec toi, mais qu'à moitié, parce qu'il y a quand même des périodes aussi où il y a de la transformation politique et où ça amène de l'esthétique. Tu prends la Révolution française, il y a énormément d'œuvres musicales, d'œuvres poétiques, je sais pas, Schiller, il y a Hölderlin, il y a tout Oui, ça, tu vois, qui est donné. Après, c'est des mais Allemands, tu vas me dire, ouais, c'est peut-être je parce que suis eux ils ont d'ac- pas fait la Révolution, tu vois, mais je suis d'accord, mais ça les veut, Soviétiques, c'est pareil, tu vois, il y a tout d'un courant d'architecture, ouais, de mais comment ça s'appelle, de poésie, de musique mais, post-révolution. mais je suis d'accord avec toi, ça contredit pas ce que je dis. C'est-à-dire que ce soit dans un mouvement révolutionnaire ou dans un mouvement conservateur, etc., l'esthétique est là justement pour maximiser les possibilités ou les impossibilités. C'est-à-dire que si tu es dans une situation romantique, coincée, eh ben, tu vas t'exprimer en esthétique, comme les Allemands, etc., tu vois, dans le tragique, etc., dans la mélancolie, tu vois, parce que ton impossibilité concrète donnera une impossibilité esthétique et une complaisance, comment dire, une espèce de cocon esthétique de l'impossibilité politique. De la même manière, quand tu as une période révolutionnaire, tu as t'as une fusion esthétique. Pourquoi? Parce que la révolution ne permettant pas de tout transformer tout de suite, eh ben, l'esthétique émerge justement pour être révolutionnaire dès le lendemain, tu vois. Euh, Quand je dis ça, après le grand soir, il y a les lendemains esthétiques, tu vois. Souvent, c'est ça. C'est les premiers à changer des trucs, c'est les gens qui vont peindre dans la rue, ou etc. Parce qu'effectivement, transformer les rapports sociaux, transformer les modèles productifs, ça va prendre plus de temps que le lendemain matin, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça que les grands soirs et les lendemains, c'est vraiment des trucs d'écrivains. C'est vraiment des trucs de peintres, d'écrivains. C'est ça qui nous reste, tu vois. Ça n'existe pas le grand. Si tu regardes le grand soir, ça n'existe pas dans l'histoire. Dis-moi un moment où c'est un grand soir. Ça n'existe jamais. Et personne ne le vit comme ça au moment présent. Le grand soir, ça n'existe que dans la littérature, dans le cinéma, dans les. Tu vois, parce que c'est purement esthétique comme vision. Ça n'a Ouais, il y rien a quand même la, d'historique la et finale de de la Coupe du politique. Monde 2018, hein.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais pour moi, c'est 90 minutes hyper intense, tu vois, il y a pas de... c'est pas un moment ponctuel, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, mais Oui, oui, oui. c'est une digression, mais effectivement, c'est là Non, mais qui est l'actualité de intéressante pour Lénine. comprendre Lénine, hein, la digression, Mm. elle est pas bête, hein. C'est-à-dire la différence entre l'esthétisme, donnez-moi une œuvre esthétique de Lénine, il y en a pas. Il C'est s'en même bat très les couilles. chiant à lire en général parce que il répond à Mais des il s'en mecs bat qu'on les connaît couilles. plus. Il s'en bat les couilles, ouais. Il s'en bat les couilles Mais, totalement, le gars. mais moi, je te dis, les vrais révolutionnaires s'en battent les couilles de la peinture tu vois, moi j'adore ça, c'est peut-être la preuve que je suis pas un vrai. Mais les théoriciens politiques qui sont ancrés dans la révolution, et c'est là où Lénine est fondamental, ou même un Robespierre, tu le comparais à Robespierre. Hmm. C'est, les vrais révolutionnaires qui cherchent tous les jours, qui se lèvent le matin pour la transformation des rapports sociaux, en ont rien à foutre de l'esthétique et de la peinture. Parce qu'effectivement, c'est un rapport à la réalité qui est bien trop oppositionnel à leur rapport à la réalité à eux. Tu connais pas euh, Robespierre, on lui reprochait justement de tout le temps penser à la politique, de pas avoir de meuf, de pas prendre du temps pour lire des poèmes ou je ne sais pas quelle connerie, tu vois. Lénine, c'est la même chose, parce que c'est des gens qui sont plongés H24 dans la Lénine, transformation il des avait deux rapports. meufs, non? Il avait pas deux meufs en même temps, Lénine? Ouais, c'est possible. Je sais pas. Mais Si, je crois. oui, oui, je crois qu'il y a une histoire là-dessus. Mais donc, et il y a justement voilà, dans cette critique. Alors, c'est pas voilà, pour dire que ça sert à rien, tu vois. Mais c'est que on comprend même que le mode de production capitaliste crée aussi même justement comment dire. En face des professionnels de la révolution, il y a des professionnels de la création. Tu vois? Ça pousse à cette dissymétrie du travail. Tu vois? Et la vision nietzschéenne, d'ailleurs, c'est aussi ça, c'est de se dire il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, des sous-hommes qui travaillent pour que les surhommes puissent, eux, faire des vraies activités d'art, de création, etc. Tu vois? Il faut Et, toujours se méfier des gens qui adorent l'art, peu importe son support. C'est toujours des fascistes, voilà, et, en puissance. et là, Je et- déconne, hein. j'allais parler et j'entends ça. Ouais, et, j'aimerais revenir aussi sur un truc, c'est sur le Lénine Walk, parce que moi, quand j'ai rendu hommage à Lénine sur Twitter, je me suis fait tacler par deux types de personnes, des gens d'extrême droite qui détestent Lénine et des gauchistes. Et ça m'étonne Oui, parce tout. que quand tu vois ce qu'a fait Lénine, pas que Lénine, mais la révolution de 1917, c'est extrêmement progressiste, avec le droit au divorce, avec l'arrêt des persécutions contre les homosexuels, contre les juifs. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de libertés individuelles. Et je pense que c'est des gens qui connaissent peut-être pas trop cette histoire-là, qui associent Lénine avec Staline, avec le grand méchant loup, avec je sais pas trop quoi, et qui se disent oui, c'était autoritaire, il faisait des programmes contre tout le monde et tout. Mais la réalité historique de Lénine, c'est quand même quelqu'un qui a créé le premier État, je crois, à accepter l'avortement. Enfin voilà, qui a créé le premier, Ouais, en 1920, je crois. l'État le plus progressiste au niveau individuel, quoi. Dans une période de guerre où c'est pas évident, on aurait pu se dire qu'il faisait des compromis par rapport à ça. Et en fait, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement progressiste, quoi. Alors, mais on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que c'est des gens qui sont dans un rapport idéaliste à la situation concrète, c'est-à-dire qui analysent les possibilités de Lénine de transformation de la société indépendamment de ses conditions de production. Donc, qui se disait, bah ouais, mais regarde ce qu'il a fait de bien, c'est pas assez par rapport à ce qu'il aurait pu faire. C'est comme si 100 ans après, tu vois, nos capacités à nous, progressistes, dépendaient pas de ce qui s'était passé déjà Alors que, 100 ans avant. tu sais, entre Tu vois. parenthèses, Lénine à son époque, il est peut-être plus progressiste que Poutine aujourd'hui au niveau des droits Oui, individuels 100 ans après, tu sais. Enfin. exactement, tu vois. Et donc, c'est déjà de pas interroger les choses à partir de leur situation matérielle, tu vois. Et donc des possibilités et des impossibilités, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient même mentales. Voilà. Et donc ça, c'est un rapport très idéaliste aux choses. C'est comme si de tout temps, à tout moment, dans tout rapport de production ou dans tout
niveau de développement de l'humanité, on aurait pu avoir euh, les droits les plus étendus, tu sais. Et comme si les gens qui sont pour l'extension, nous, hein, les premiers, l'extension des droits, etc., avaient pu exister de tout temps, à tout moment. Et en fait, c'est juste que 100 000 ans d'histoire de l'humanité, c'est de la merde. Et heureusement que nous, on arrive après, tu vois. Comme si, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, comme s'il n'y avait pas justement une transformation générale, progressive de tout ça, avec effectivement des reculs, des avancées. Il faut critiquer Lénine sur, voilà, on peut critiquer Lénine. Moi, j'ai plein de critiques à faire sur Lénine, par exemple, sur la NEP, sur ce genre de trucs, sur la surpuissance étatique. Je pense que, voilà, il y avait d'autres possibilités concrètes que de s'appuyer sur l'État, que de s'appuyer sur les reliquats de la bourgeoisie Alors, je en trouve que c'est 17. pas Enfin, vraiment qu'il s'appuie sur l'État, parce que l'État n'existe pas vraiment quand il arrive. Il en crée un aussi. Il y a toute cette dynamique. oui, oui. C'est pour ça que je trouve qu'on est toujours dur avec Lénine et tout, et même avec l'URSS en général. C'est que c'est Ah pas, non, mais c'est pas c'est pas pour être clé en dur, main, c'est tu juste. vois. Hein. Mais justement, c'est pas pour être dur, hein, c'est juste pour dire, bon, bah voilà, euh, l'hi- l'histoire n'est qu'une accumulation d'erreurs et de réussites. Voilà. Et les stades historiques sont pas l'accumulation des réussites et des. Soit que des réussites, soit que des erreurs. C'est l'état des erreurs et des réussites à un instant T. Voilà. Donc c'est ça la dialectique, c'est de considérer que, bah oui, les choix de Lénine euh, étaient limités dans ses possibilités et qu'il y en avait un qui était plus facile qu'un autre, mais qu'il y en avait un autre qui aurait été préférable. Enfin bon, voilà, c'est tout ça. C'est pas pour être dur avec Lénine ou pour pas être dur, c'est pour dire, bah voilà, il a fait des choses, ce qu'il a fait on va dire, progressiste, est limité par des choix plus conservateurs. Et inversement, et la pensée de Lénine, c'est la totalité. Tu vois, la vision, ce serait de dire je prends que le bon et pas le mauvais côté. Et de pas Mm. comprendre qu'effectivement, oui, comme tu dis, bah, c'était le fait de construire un État, qu'on peut peut-être être critique là-dessus, bah, ça lui a permis d'être peut-être aussi d'être progressiste sur le plan de l'avortement et sur le plan des droits, etc. C'est-à-dire que s'appuyer sur des communautés beaucoup plus locales aurait été plus difficile de contrer justement les Oui, traditions et les les modes de valeurs production archaïques. Ouais. archaïques. Tu Mm. vois, il faut avoir cette vision dialectique, c'est de se dire, bah oui, ce qu'on a euh, perdu par rapport je veux dire, au dépérissement de l'État dans la construction étatique soviétique, nous a permis de gagner, a permis aux Russes de gagner beaucoup de droits individuels qu'on considère bourgeois, etc., qui n'auraient peut-être pas été permis si ça s'était appuyé sur des structures beaucoup moins étatiques, beaucoup plus locales, mais dans Ouais, et des puis modes de les campagnes production de beaucoup plus vaccination, archaïques. l'éducation, c'est très Tu compliqué vois, à faire sans exactement, État, je pense. c'est ça. Enfin, Tu tu vois, vois. Sinon, mais t'es obligé de dire complètement à d'accord. l'éducation, on fait une éducation archaïque qui est faite par, Ouais. je sais pas, le savant du village, le prêtre du village, l'imam du village et tout. C'est pas la même que d'avoir un système Et d'éducation ben oui, étatisé, c'est tu pour vois. ça qu'il faut regarder à chaque fois, voilà, ce que t'apporte la totalité et non pas simplement choisir, comme si c'était possible de se dire, il n'aurait pas fait du tout d'État et en même temps il aurait fait tout ça sans État. Bah non, en Mm. fait, à un moment donné, Mais c'est ça, des c'est les choix, gens, c'est ouais, des, c'est pareil, tu sais, c'est des priorisations. avec les goulags d'ailleurs, qui était une invention, je crois, de Trotsky. Hein. Mais si je me trompe pas, hein, c'est pas, je crois pas que ce Oui, soit oui, Lénine qui a oui, fait je ça, je crois crois que c'est bien. Trotsky. Mais bref, qui était Je vois. d'ailleurs une reprise des anciens camps de travail du tsar. Mais Mm. t'as des gens qui te disent oui, c'est pas bien. Et t'es là, bah oui, moi je suis pas pour qu'il y ait des goulags actuellement, tu vois. Mais par contre, dans une URSS qui est en guerre contre 14 pays, arriver à la fois à lutter contre des forces internes qui sont des forces contre-révolutionnaires, tout en abolissant la prison, tout en abolissant l'État, limite en abolissant les armes. Enfin, je veux dire, c'est un peu un raisonnement idéaliste. Comment est-ce que concrètement les mecs pouvaient Oui. faire? Moi, je dis pas qu'ils ont C'est pour fait le truc parfait, mais au bout d'un moment, ils ont fait un truc parce qu'ils se sont dit, ouais, si en fait on n'arrive pas à gérer ça, on va juste tous se faire buter par les tsaristes. Et c'était un peu le choix, quoi. c'est pour ça C'est plus que facile dans ton canapé, quoi. C'est pour ça que c'est pareil pour Lénine, pour Staline. Tu comparais. Moi, je trouve que c'est une bonne comparaison, Lénine avec Robespierre. Faut aller jusqu'au bout de la comparaison. En fait, Staline, c'est Bonaparte. Tu vois. Ok, Gérard Et Filoche. non, mais c'est pour moi, si on veut faire la situation historique, effectivement, il arrive comme une dictature post-révolutionnaire pour conserver la révolution.
et Bonaparte est dans la même logique. Voilà. Ouais, mais une Et, révolution plus progressiste, donc c'est un Bonaparte beaucoup plus progressiste, je trouve. Mais oui, il y a un truc très autoritaire, mais il y a aussi. mais une révolution progressiste par rapport à qui? Par Quand rapport à la les... Révolution française, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est 100 ans après, il y a des Oui, mais c'est pas ça Staline, il que je veux n'arrive pas dire. en redonnant la propriété privée à tout le monde Mais en non, disant mais ouais en fait justement, on va c'est faire que comme avant, tu tu vois. compares entre deux époques. Ce qu'il faut, Mais je sais bien, et c'est pour ça que dire et c'est un Bonaparte, écart. c'est compliqué parce que Bonaparte, Et si il c'est y a tout Bonaparte. un truc de valeur. Bonaparte, il remet en place l'esclavage, il remet en place des trucs comme ça. Tu peux pas dire Staline, il a remis en place l'esclavage, c'est pas vrai en fait. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que tu compares les deux révolutions. Ce qu'il faut comparer, c'est pourquoi c'est Bonaparte? Parce que c'est une dictature autoritaire Oui, qui je suis tend à d'accord. conserver la révolution qui vient de se passer. Je suis d'accord. Bonaparte, lui, tend à conserver la révolution avec effectivement des limitations, comme l'a fait Staline, par exemple, est revenu sur des droits, Et etc. Staline, il fait pas des guerres comme Bonaparte aussi. Après, il est pas On forcé de le est, faire. on est d'accord, on est d'accord. Mais il est beaucoup moins impérialiste parce qu'il n'est pas bourgeois, voilà, etc. Mais tu vois, c'est. Oui, euh, oui, non, mais on est d'accord. Oui. et- Moi, je suis d'accord. La c'est. comparaison est relativement bonne, mais c'est qu'il y a des gars, ils vont se Mm. dire ah ouais, il est réactionnaire comme Bonaparte sur certains plans. C'est pas vrai. Il est très autoritaire comme Bonaparte, Alors, ce d'accord. qui est différent, ce qui est clair, c'est que. Puis il revient sur des trucs aussi sur Ce qui est l'homosexualité, clair, sur c'est l'avortement. que Bonaparte est beaucoup plus réactionnaire par rapport à la révolution en interne. C'est-à-dire qu'il revient beaucoup plus en arrière par rapport, même s'il conserve des éléments de la révolution, que Staline par rapport à la révolution de 17. C'est-à-dire qu'en interne, en compréhension interne à l'échelle de la Révolution française, voilà, Bonaparte est plus réactionnaire que Staline. Par contre, effectivement, à l'échelle mondiale, voilà, euh, euh, Staline est comparable à Bonaparte parce que il essaye de maintenir la révolution sous le feu d'autres, sous le feu du monde extérieur beaucoup plus réactionnaire. Voilà. Ah Oui. bon, bref. Mais Je suis c'est d'accord. ça qu'il faut comprendre dans l'analyse historique. C'est quelle est la situation concrète comparable. Donc voilà, on va pas dire aujourd'hui, pour revenir à Lénine, on va pas dire, ouais, Lénine, tout ce qu'il a dit, c'est. Tu t'es fait ken là-dessus sur Twitter. Lénine, tout ce qu'il a fait, hop, on reprend, hop, c'est tout pareil, etc. Mais j'ai Non, jamais dit ça. J'ai non, mais jamais en dit ça. plus, voilà. L'idée, c'est de se dire, l'œuvre de Lénine, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet euh, euh, de comprendre ce que c'est un rapport à la réalité qui, on le pense, parce qu'on est marxiste, peut-être que des idéalistes ou des mécanismes vont nous dire que c'est un rapport à la con, tu vois, mais qui nous paraît d'être le rapport le plus à même de transformer la société. Encore plus quand elle est en crise. C'est pour ça que le léninisme, dans les années 60, tu vois, c'est très. Tu vois, c'est beaucoup critiqué. Parce que la société, elle est beaucoup moins en crise qu'aujourd'hui. Euh, Et là, le léninisme, aujourd'hui, bah oui, on a une société qui est structurellement en crise, un capitalisme qui est structurellement en crise, et on a des sujets politiques qui ne sont pas spontanément révolutionnaires. Bah ça déjà, ces deux bases-là, ces deux structures sont significatives à l'époque de Lénine et à la nôtre. Donc Lénine devient d'actualité. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions qu'a choisi Lénine sont les mêmes, parce qu'il y a encore des diversités, mais on est dans la même situation significative. C'est pour ça qu'on fait des comparaisons historiques et qu'on compare Staline à Bonaparte, par exemple, parce qu'ils sont dans la même situation significative, post-révolutionnaire et attaqués par des conservateurs extérieurs. Voilà, c'est ça une structure significative. Ça sert à ça l'analyse historique, à comprendre dans quelle situation on est nous. Comme je dis souvent, l'étude de l'histoire ne sert pas à engranger de la connaissance purement formelle ou abstraite sur le passé. Elle sert à nous faire comprendre, nous, dans quelle situation on est embarqué. Et de se dire, bah oui, aller chercher des ressources, pas des ressources matérielles, parce qu'il y a plein de chances qui sont, mais aller chercher des ressources existentielles dans des situations analogues dans l'histoire. Hein. Et Mm. Lénine, pour moi, a cette actualisation. Donc c'est pour ça que j'avais dit sur Twitter, euh, il est d'actualité, mais il faut une actualisation. Notre travail, c'est l'actualisation. Bah oui, il est d'actualité parce que nous sommes dans une structure significative semblable à celle de Lénine, mais les disparités nécessitent que les choix, les débouchés, les constructions politiques qu'a fait Lénine doivent être actualisés avec les spécificités de notre situation.
Je suis d'accord, on va peut-être terminer. J'aimerais bien juste faire un peu de publicité parce qu'il y a eu 3 Ouais. ouvrages qui sont sortis en ce début d'année. L'ouvrage de Marina Garissi sur Lénine qui s'appelle Découvrir Lénine, je crois. Alors, bah ouais, on va faire, juste pour info, on aux va faire un éditions entretien sociales. avec Marina sur Ouais, super. Position bientôt, sur ce Donc, livre-là. donc Moi, je vous le conseille, montre-le, je vous en dis un mot, je viens de le finir là. je l'ai pas C'est là sur moi. super. Hein? Je l'ai pas là sur moi, mais vous le Non, mais trouverez aux éditions sociales, voilà. Marina Garissi, C'est Découvrir Lénine. découvrir Lénine, c'est vraiment top. Et c'est vrai. Alors là, vraiment, c'est vraiment. Moi, je pense un livre qui peut devenir, dans ce qu'on a dit, la situation concrète, la nécessité d'un parti, etc. Je pense que c'est vraiment un livre qui peut devenir euh, euh, un livre de formation politique, tu vois, un livre qu'on peut, comme les livres de Pulitzer, un peu au PCF, etc. Là. Vraiment un livre pour remettre Lénine dans une pratique militante. Elle a fait vraiment quelque chose de super. Marina, on en parlera plus longuement, mais vous pouvez souvent vous demander, les gens, que ce soit sur Position ou je sais que chez toi, pas du ça, non, qu'est-ce qu'on peut lire, etc. pour comprendre. Bah là, c'est vraiment une super entrée pour découvrir Lénine. Et en plus, pour découvrir un auteur, comme on l'a dit, qui nous semble nécessaire. Parce que des fois, Ouais, qui peut être difficile en plus, hein, parce que les textes de ouais, Lénine, à part deux les trois, la brochures, plupart c'est sont bien. chiants à lire, quoi. Donc c'est bien d'avoir aussi quelque chose qui vous permet de vous orienter. Après, de dire, ah bah je vais lire l'État et la Révolution, ah, je vais dire ça, mais de pas partir en lisant n'importe quoi de Lénine, quoi. Voilà. Donc Donc, il y a ça, il y a aussi Que faire de Lénine par Guillaume Fondu, qui est sorti, je crois, aux éditions Critiques, si je me trompe pas. ouais. Aussi à lire en ce début d'année. Et vous avez aussi un troisième livre, c'est La pensée de Lénine par Lukács, qui a été réédité par je ne sais plus quel éditeur, je sais pas si Bah, tu... par les éditions sociales par les aussi. éditions sociales Hein, aussi. les camarades des Euh, éditions sociales. Toi qui connais bien Lukács, qu'est-ce que tu penses de ce C'est un texte? très bon livre. C'est un très bon livre parce que c'est un livre où on est encore avec le Lukács de 1923, Préhistoire et conscience de classe. Donc on a une vision lukáchienne, le Lukács très dialectique, très, d'ailleurs même parfois en contradiction avec Lénine, sur la spontanéité révolutionnaire, mais qui va montrer justement toute la, la vivacité et effectivement la dialectique qui s'inscrit à partir de 1914-1915 chez Lénine. C'est un livre juste après la Révolution, donc non, c'est un très bon livre qui se lit assez facilement. Voilà. Donc on va dire, c'est presque la vision la plus, c'est presque le livre le plus trotskiste de Lukács. C'est vraiment un Lénine trotskiste. Voilà, D'accord, Lukács d'accord. Bon, bah nickel, nickel. Eh bien, on vous Et propose juste, non, on tout va finir ça. la pub. Ouais. Allez donc sur le site Contretemps, nos camarades, donc trotskistes, du coup, qui ont fait plein de dossiers sur Lénine, plein d'articles. Vous pouvez lire aussi, ça fera partie de nos travaux, parce que sur les 100 ans de Lénine, on va faire des choses avec Position. Vous pouvez lire, il y a un artiste de Statis Kouvelakis, Lénine, lecteur de Hegel, qui est un super article sur Contretemps, très, très, très pointu, mais très lisible. Voilà, Contretemps fait des super trucs, les éditions sociales font des super trucs, il y aura plein d'autres choses. Il y a Hors Série aussi, samedi, si vous suivez Hors Série, justement, notre camarade Paul Elec, que tout le monde connaît, voilà, fait une interview de Marina Garissi et de Guillaume Fondu pour Hors Série sur Lénine. Donc, ouais, il y a plein de choses là-dessus. Ouais, Je nickel. me Et je prends pas vous de vente. invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir Position Revue sur Internet, sur Twitter. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee Donnez, pour pouvoir donnez ce interviewer. Mais que... en vrai, ça va être bien parce que tu vois, typiquement, ce genre de truc. Bon, là, il y a une interview sur papier, sur Position, mais bientôt, il y aura des interviews IRL et je pense que vous apprécierez ça. C'est en train de se préparer. Là, d'abord, je privilégie la série sur la zététique avec Doomit, qui demande quand même pas mal de travail parce qu'on essaie de la faire bien pour ne pas se faire cancel par la zététique T'as et pas se faire cancel récupéré par quand les même gauchistes non plus. Et près de après, on pourra 160 vraiment 000 se mettre euros. à faire tout ça, quoi. Et ouais, j'ai 170 000 euros par mois, donc c'est très bien. Allez, sur ce, je vous dis